Ok, bonsoir ou bonjour, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo sur les quatre coins de la planète. Vous pouvez être du côté de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, des États-Unis, bref, de l'Amérique, voilà, de la Guinée. Nous avons vraiment des sujets si importants aujourd'hui. Nous avons, comme convenu, j'ai des invités surprises. Nous avons deux. Et le premier, comme je l'ai si bien mentionné, nous avons Mamadou Paté. Mamadou Paté, le jeune qui a été victime de bastonnade par son patron, le Nigérian en Guinée-Conakry. Rappelez-vous, qui est vraiment victime aujourd'hui de toutes sortes, parce que aujourd'hui, à cause de ces bastonnades, le jeune vient de perdre ses parties intimes. Lui-même, il sera là, il va vous expliquer cette situation triste pour vous dire que nous sommes dans un pays où on ne sait plus à qui se confier. C'est vraiment regrettable ce qui est arrivé à ce jeune, parce qu'à cause de ça, sa femme même lui a quitté, vu qu'il ne peut rien assumer. Et la justice lui a abandonné suite à cette situation, parce que c'est un jeune issu d'une famille pauvre. C'est ça aussi la vérité. Parce que nos institutions fonctionnent en fonction de l'argent ou en fonction des postes que soit vos parents occupent à la tête du pays. Comme ça, ce pays ne peut pas se développer. Nous devons vraiment être au service des plus faibles au lieu d'être au service des gens qui ont des moyens. Et voilà, on va essayer de parler vraiment de ce sujet. Et tout de suite, si Dieu le veut bien, et par la suite, nous allons essayer d'introduire aussi un autre monsieur. Il s'agit de Elhadj Ba, comme deuxième invité. Monsieur Elhadj Ba est un compatriote qui vit du côté de l'Europe et qui se bat aussi beaucoup par rapport à une situation qu'on ne dit pas le nom du côté de Swapiti, où il y a le tremblement de terre autour du barrage, et ils sont vraiment en train de mener un combat gigantesque pour attirer l'attention des autorités, mais surtout pour essayer de faire quelque chose avant que cela ne soit tard, vu qu'il y a beaucoup de familles aussi qui sont victimes de ce côté. Nous allons parler de ces deux-là, et tout de suite, nous allons recevoir nos invités dès que tout sera mis en œuvre, et nous allons les appeler et on va passer le débat ensemble. Je pense bien que nos invités sont en train de nous suivre maintenant là, qui restent à l'écoute. Dès que je les appelle, qu'on m'envoie l'invitation, et comme ça je vais les prendre directement et on va échanger avec eux pour savoir, c'est-à-dire pour comprendre pour comprendre le fond de tous ces problèmes en fait. Et voilà, donc nous vous prions de partager au maximum possible cette vidéo, s'il vous plaît, comme dans le passé, parce que ça doit aller très loin. Également, nous vous prions de liker, de commenter, et voilà, pour vraiment donner la force à cette situation-là. Donc voilà, merci aux commentaires qui commencent déjà à tomber. Amiro, je vois là, Alpha Bari, merci. Et tous ceux, voilà, Mamadou, les commentaires ne font que venir. Safiatou Molamine, voilà. Tcherno Mamadou. Ça, non, c'est Tcherno Mamadou. Poto Tcherno. Merci à tout le monde. Tcherno Bari. Et voilà, Tuto. Je vois Tuto Bari. Donc, bien avant, nous allons, comme d'habitude, rafraîchir un peu la mémoire pour vraiment penser à notre pays. Juste quelques virgules. Mon pays natal. Merci pour les commentaires. On attend juste que ça monte un peu. On va commencer.
Ok, merci à Mamadouri Diallo pour cette virgule musicale. Et nous allons maintenant commencer le contenu de ce débat. Voilà, s'il vous plaît, continuez à partager parce que ça doit monter un peu. Nous devons atteindre au moins quelques 500 qui nous regardent en direct avant d'entamer, s'il vous plaît. Et nous allons commencer par cette triste nouvelle. Une triste nouvelle, avant de prendre nos invités, je vais leur dire de s'apprêter. La triste nouvelle, il s'agit franchement de deux de nos sœurs qui ont laissé leur vie sur la route du Maroc. Deux sœurs qui voudraient traverser pour aller du côté de l'Europe. Il s'agit bien de Nourdine, de la troupe Missal Diama, une sœur, une Guinéenne, qui faisait la promotion de la culture. Ok, gouverneur de Bambeto, reste à l'écoute. C'est vraiment triste. Nouridine et notre sœur Fantasso, toutes les deux étaient du côté du Maroc. Elles cherchaient à traverser pour rejoindre l'Europe, qui est devenue aujourd'hui l'Eldorado de beaucoup de jeunes Africains, surtout Guinéens, malgré toutes nos richesses que nous avons dans notre pays. Mais lorsque les gens désespèrent, lorsque les gens n'ont plus de choix, ils risquent leur vie. Reposez en paix, Nouridine et Fantasso. Mitori kallawlan no yo hinno yafo o kawngal janna o moƴƴere wonno ɗo yaagol ɗaɓɓugol fii no walliron hoore mon no walliron yimɓe mon ɓen ɓay leydi men di lagine woni leydi ko tawata goɗɗo si a ala musiɗo wonɗo ka laamu ala musiɗo marɗo activité kelɗuɗo hara ala ko hikkiɗa. Vous êtes partis pour toujours. Reposez en paix. C'est pour vous dire que le chemin de la clandestinité n'est pas réservé seulement qu'aux jeunes. Même les filles, il suffit juste d'aller en Tunisie, allez-y en Algérie, au Maroc, vous allez trouver un grand nombre de filles guinéennes de toutes les ethnies confondues qui cherchent à traverser tout comme les hommes. L'une arrive et d'autres restent dans l'eau. Il y a aussi un grand nombre qui est en attente. Avec tous les risques qu'elles peuvent courir. Imaginez une femme sur le chemin de l'aventure. Tout ça doit attirer l'attention des autorités guinéennes, des autorités africaines en général, pour faire face aux problématiques de la pauvreté, du manque d'emploi. Parce qu'on ne vient pas dans ces pays pour chercher seulement, c'est-à-dire pour regarder des étages, mais c'est pour trouver au moins le bien-être. Si on a ça, c'est nous, on n'a pas besoin de l'Europe ou de l'Amérique. Vraiment, c'est triste. Ça, c'est un cas. Je vais vous parler encore d'un autre cas qui est vraiment touchant. Ça, c'est en Libye. Un groupe de jeunes de 30 personnes escroqués par un autre Guinéen qui se fait appeler Coxer. Il paraîtrait que son nom c'est Daouda Bari. Le jeune qui m'a confié encore ce dossier s'appelle Oumar Baldé. Il est du côté de l'Italie et de la Libye, là où on appelle Zouara. Ils sont au nombre de 30 personnes. Qu'est-ce qui se passe?
Ce monsieur les demande de l'argent sous prétexte qu'il va les aider à traverser. Il récupère de l'argent avec ces jeunes-là. Vous savez, souvent il y a des escrocs sur la Méditerranée. Des Guinéens, des Ivoiriens, des Maliens, des Sénégalais, bref. Tout, comment on appelle ça? Tous les pays confondus, ils sont là-bas. Des affairistes. Ils réussissent à faire passer d'autres, mais il y a d'autres aussi. On les bloque, on les escroque, on mange leur argent. C'est pour vous dire que on doit vraiment revoir la situation de notre pays. Le jeune Omar Baldé qui vit là-bas, il devrait passer ici, mais il y a un petit problème parce qu'ils sont en train de les pourchasser actuellement à Zouara, sous prétexte qu'ils doivent quitter. Sur 30 personnes, le jeune, selon ce qu'il m'a dit, le nommé, le coxer, les gens qui font traverser, du nom de Daouda Bari, prend 11 personnes pour tenter de les faire traverser. Et il y a, c'est-à-dire, le bateau, ou je ne sais pas si c'est une pirogue, je ne sais pas, s'est écroulé. Là-bas aussi, sur les 11, c'est seulement 3 qui ont survécu. 3. Ça veut dire les 8 ont laissé leur vie là-bas. 8 personnes, imaginez, peuple de Guinée. Imaginez, chers Africains, 8 personnes ont laissé leur vie là-bas. Et le même monsieur, selon le jeune, il les a escroqués. Lui, il est parvenu à traverser actuellement, il est du côté de l'Italie. Ce jeune nommé Daouda Bari. Donc, il a laissé les jeunes, ils n'ont aucune situation, ils sont là-bas, il n'y a aucun moyen. Ils sont vraiment bloqués. C'est triste. C'est vraiment triste. Je peux vous dire que je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait à dire réellement. Je le dis toujours, hein, pour mériter toute cette souffrance sur la terre africaine. Surtout la terre guinéenne, une terre bénie. Mais les uns ne font que sortir. Voilà, ça doit attirer l'attention de ceux qui nous dirigent. À chaque fois, on entend des détournements des milliards et des milliards. Mais où vont tous ces montants-là? C'est triste. Donc, voici les infos que je voudrais faire passer par rapport à ça. Et ce jeune, Omar Baldé, pour toute personne, parce qu'il m'a dit que là où ils sont, ils n'ont même pas demandé. Il n'y a rien. Le gars les a escroqués. Il demandait 15 millions par personne. Des fois, il laissait pour d'autres 12 millions, 13 millions, sans que les uns ne se rendent compte que c'est un escroc. Il voudrait juste essayer de traverser. Et voilà, il les a escroqués. Imaginez 15 millions par personne, 30 personnes. Ce que cela peut donner. Il est parti. Mais qu'ils comprennent que là où il est parti, je prie Dieu qu'on ne lui donne pas de papiers. Et qu'il trouve la plus grande malédiction. Parce que c'est grave. C'est vraiment grave. Bien, ça c'était vraiment du passage. Le numéro du jeune, je voudrais dire, il a un numéro WhatsApp pour toute personne qui voudrait l'aider. C'est plus 224 660 44 77 21. Je recommence. Plus 224 660 44 77 21. C'est son numéro WhatsApp. Pardon, vous pouvez le contacter pour toute personne qui souhaiterait vraiment aider ces jeunes-là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas pu retenir, vous allez juste voir ma vidéo. Dès après la vidéo, vous pouvez réécouter et prendre le numéro par la suite. Maintenant, nous allons introduire notre invité. Pardon, le premier invité d'ailleurs. Pardon, partagez au maximum. Partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, tout à l'heure, je disais qu'il y avait 500, mais je crois que c'est Safiatou qui a signalé qu'il y avait plus de 1500 qui nous suivaient en ce moment-là. Merci. Et voilà, je vais introduire le jeune. Mais bien avant de l'introduire, je voudrais encore dire aux Guinéens, merci pour la confiance par rapport à Guinéen Charity. Merci à vous, à tout le monde. Merci aux donataires du côté de la Belgique. Nous avons vraiment des compatriotes, des organisations qui nous ont offert des cadeaux et qu'on a envoyé au pays pour pouvoir partager ça aux différents citoyens et surtout ceux qui sont dans le besoin. Il s'agit des matelas et tant d'autres.
Mais nous reviendrons largement sur ça pour un débat spécial. Et là, nous allons vous donner la parole ce jour-là. C'est vous qui allez parler de Guinée en Charity. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourra vraiment faire pour nos différents malades. Inch'Allah, nous allons organiser ça et vous aurez tous la parole. Pourvu que nous essayons de faire quelque chose. Pourquoi pas l'afficher le numéro, son numéro? Oui, je pourrais le faire, Telly. Je pourrais le faire si tout va bien. Après le débat, je vais le faire. Et voilà. Maintenant, nous allons essayer de prendre notre premier invité. Voilà. S'il est là, il n'a qu'à juste me faire signe. Et puis, nous allons essayer de le prendre. S'il est là, il n'a qu'à m'envoyer l'invitation. Je vais essayer de le prendre. Ouais, salut, DSS Vision. Comment ça va? Ok. Envoyez-moi l'invitation, mes invités. Le premier invité, Mamadou Pate, par la voix de Abrahim, j'attends l'invitation pour vous prendre et on va passer. Mais c'est triste, hein, ce qui arrive à ces jeunes. C'est vraiment triste. Oh, Abrahim, il faut tenter, il ne faut pas nous dire ces problèmes de connexion. Attention, la Guinée d'Alpha Condé, ce n'est pas aussi étonnant. Mais il faut essayer. Essaye, envoie l'invitation, j'attends. Voilà. La photo de la tête de la personne en bas. Oh, réessaye. Ah, oh, paraît-il est là, c'est pas. Mais il y a plein de gens qui m'envoient de l'invitation, je comprends pas. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas invité, je parle juste de Abrahim. J'attends l'invitation. Les autres, s'il vous plaît, pour l'instant, je ne peux pas vous prendre. J'ai des invités. Ce sont ces gens-là que j'entends. Abrahim, il faut essayer vite. À défaut, je vais prendre Elasba en première position pour ne pas perdre le temps. Parce que là aussi, il y a une question de temps qu'on doit gérer. Bilo, je ne peux pas prendre pour l'instant. Comprenez mon message. J'ai des invités. Ne m'envoyez pas d'invitation, s'il vous plaît. J'ai juste besoin des invitations de ces deux personnes-là pour l'instant. Voilà, on viendra vers la fin. Abrahim, ça passe pas. Alors là, c'est pas... Ok, pour le je vais essayer de prendre Elajba qui doit nous parler de ce sujet. Et concernant le jeune qui a été victime de tous ces problèmes, au niveau de ses parties intimes, on va essayer de revoir ça tout de suite. Il va venir et je vais le prendre en deuxième position vu que ça retarde et on a un problème de temps à gérer. Hélas, bonsoir. Oui, bonsoir Tidjane, bonsoir à tous les auditeurs de la page Tidjane La Puissance. Merci.
Ravi de vous prendre aujourd'hui sur ma page. C'est un réel plaisir pour moi de vous revoir aussi à nouveau. C'est un plaisir partagé et puis un plaisir partagé aussi sur votre page ainsi que tous les auditeurs qui vous suivent et qui vous soutiennent. Ok, Laz. Et comme ça, vous étiez annoncé en deuxième position, mais vu que y a un problème de connexion pour l'instant du côté de la Guinée, et on doit prendre tout de suite ce jeune qui a vraiment été victime de bastonnade. Son patron nigérian qui lui a frappé en Guinée jusqu'à atteindre ses parties intimes. Et ce jeune, aujourd'hui, il est vraiment dans une situation critique. Critique. Il faudrait que nous en parlons parce que la justice guinéenne fait vraiment la honte. C'est ce que je dis toujours. Les gens pensent qu'on est contre ceux qui nous dirigent. Nous ne sommes pas contre et nous voulons qu'ils soient des hommes justes. Parce que c'est dans la justice que le pays là peut marcher. On ne peut pas tordre le cou au droit, à nos lois et faire penser qu'un pays peut avancer dans la magouille, dans la mafiosie. Il faut qu'il y ait la justice, oui, tout à fait. Effectivement. Et voilà, nous allons essayer de tenter pour une... voilà, on va essayer de revoir la situation avec eux parce que ça ne passe pas pour l'instant. Oui, Elage, nous vous écoutons et nous savons actuellement qu'il y a une situation qui se passe actuellement du côté de Swapiti. Donc, la construction de ces barrages a causé beaucoup d'ennuis aux populations riveraines. Et vous faites partie d'une organisation. Je rappelle que vous ne vivez pas en Guinée, mais vous êtes un fils de la localité, disons comme ça. Donc, vous vous préoccupez de tout ce qui se passe de ce côté. C'est une grande ONG, une grande organisation. Si vous pouvez nous donner le nom de cette organisation et quel est le véritable problème actuellement à Swapiti? Ok, bon, notre organisation, c'est l'Union des impactés de Sopiti, en fait, qui regroupe toutes les localités impactées et donc quatre préfectures, à savoir donc quatre préfectures de région, à savoir la préfecture de Là, Kita. permettez, vous pouvez un peu augmenter la voix, un peu, un tout petit peu. Vous m'entendez? Oui, Vous oui, m'entendez? Donc, je oui. disais que en fait, l'Union des impactés de Sopiti regroupe deux régions, quatre préfectures, et donc, à savoir la préfecture de Télémélé, Kindia, Dibreka et Pita. Donc, les deux régions, la région administrative de Kindia et la région administrative de Mamou, dont relève Pita. Et donc, au début, en fait, nos préoccupations, c'était seulement le respect des droits des populations parce qu'après le début du projet, on a constaté beaucoup de violations de droits des populations impactées qui étaient laissées en marge, qui n'étaient pas associées aux prises de décision ni au travail. Donc, aujourd'hui, à cela s'ajoute un autre problème qui est plus grave parce qu'avant, on défendait nos droits par rapport aux indemnisations, par rapport à nos biens. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est le droit à la vie. C'est un droit universel, un droit inaliénable, qui aujourd'hui, parce que par la suite de la construction du barrage de Sopiti, et donc au niveau de remplissage de l'eau, donc on a constaté des tremblements de terre récurrents sur cette zone. Et tout récemment, il y a eu une descente médiatique, il y a eu beaucoup de reportages là-dessus. Et les médias sont partis, les organisations humanitaires sont parties, les organisations de défense des droits de l'homme sont parties constater les faits. Les autorités même ont constaté les faits. Il y a eu même un rapport qui a été publié par les autorités guinéennes, notamment du service du ministère de Mines et de Géologie, service séismologie, donc qui a en toute honnêteté, un rapport scientifique a montré qu'il est dangereux de vivre aux alentours du barrage de Sopiti de 10 km. Et donc, ça savait que, en fait, l'épicentre de ce barrage se trouve à 500 mètres du lac de rétention, et donc dans l'Ambafoula. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, c'est des milliers de vies et des personnes qui sont menacées. À savoir qu'il y a eu beaucoup de cas où vraiment, je ne vais pas m'attarder, mais à titre d'exemple, en 2008, il y a eu un barrage qui a cédé en Chine, le barrage de Piangzhou,
Et donc, faisant plus de 800 000 morts, des milliers de portés disparus. Et donc, au Japon aussi, en 2012, comment dirais-je, en France même, en 1975, au Canada, comment dire, à l'État de Nevada aussi aux États-Unis, mais là, c'était moins dangereux. Mais le plus dangereux, c'est au niveau de la Chine, où il y a à peu près 800 000 morts et des millions de personnes disparues, portées disparues avec plusieurs kilomètres carrés détruits. Et donc, nous avons peur de cela parce que, je vais vous expliquer, pour deux raisons. Donc, il faut savoir que le barrage de Chine, là, c'est 1,5 milliard de mètres cubes d'eau, le lac de rétention d'eau, OK? Et donc, Vous parlez de à quel titre de barrage? comparaison, pour que les auditeurs puissent comprendre Ok. l'enjeu qui est Mhm, là. Et en mhm. fait, le barrage de Chine qui a fait plus de 800 000 morts, des millions de personnes de portées disparues, sa capacité de rétention est de 1,5 milliard. Et tandis que la capacité de rétention du barrage de Sopiti est de 6,5 milliards. Ça d'abord, donc c'est 5 fois plus que le barrage qui est en Chine. Donc, ensuite, deuxième fait, le barrage le lac de rétention qui est en Chine, qui se trouvait en Chine, se trouvait à 5 km d'une faille sismique. Et l'épicentre de la faille, comment dire, du séisme qui agit le long du barrage de Sopiti se trouve à 500 mètres. Vous voyez? Donc, et la faille sismique, elle quitte l'Atlas marocain en passant par la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, la Sierra Leone est sujette à l'océan Atlantique, dont la faille, la largeur en Guinée est de 40 km. Vous vous imaginez donc 40 km de faille et il est certainement en fait, que le lac de rétention se pose sur cette faille. Et donc, la dangerosité est énorme. Et troisième fait aussi, qu'il faut savoir, par rapport au niveau de, en fait, comment on appelle ça, du relief. En fait, le fleuve Concouré, c'est le plus grand débit de l'Afrique de l'Ouest. Donc, parce que sa source vient des hautes montagnes. Et donc, la descente vers l'océan Atlantique. Et donc, il y a plein de vallées et il y a des cavités aussi en dessous de la terre. Et donc, avec l'infiltration de l'eau, le poids du lac de rétention, le poids de ces montagnes, il y a un risque énorme qu'il y ait ce qu'on appelle une tsunami. Donc, au vu de tout ça, nous avons lancé une sonnette d'alarme au niveau des autorités, ce qui les a poussés à mener une étude avec un cabinet d'experts. Et cette étude montre qu'en fait, il est dangereux d'habiter à 10 km. Mais il ne s'arrête pas là. Il demande aussi une contre-expertise et une étude plus approfondie pour vraiment pouvoir épargner. Mais dans l'urgence, à 10 km de part et d'autre de l'acte de rétention. Donc, et jusqu'à présent, aujourd'hui, cette contre-expertise n'a pas été faite. Et jusqu'à présent, les gens habitent à 500 mètres ou en moins de 500 mètres de l'acte de rétention, étant donné que 10 km de part et d'autre ne devraient pas être habités, selon les experts Il y guinéens. a, il y a quelqu'un qui dit que l'image n'est pas bonne. C'est pas. Il s'agit de quelle image? Vous pouvez préciser, vous qui avez dit que l'image n'est pas bonne. Voilà, Diallo Kandja. J'espère que vous nous voyez clairement. Voilà, je ne sais pas si c'est de ton côté ou si c'est dans un cadre général. Mais moi, quand même, je vois clairement l'âge et c'est propre. Je ne sais pas si c'est la connexion de ton côté ou si c'est quel problème réellement. Ok, Elaz, je voudrais savoir à ce niveau. Oui. Ok, ok, il y a des gens qui disent que c'est bon, Bailo dit que c'est bon. Voilà, les oui commencent. Ok, merci, merci à vous. Lassane Barrier, tout le monde, c'est bon. Merci MB. Ok, Elage, maintenant, Oui. il y a combien de villages qui sont concernés par rapport à ces déguerpissements? Mais est-ce qu'au-delà aussi, la deuxième question, est-ce que ces gens-là ont été dédommagés par les autorités guinéennes? Voilà. Combien de villages? En fait, au début, il y avait 300 villages, donc 23 districts concernés.
Donc, 300 dans les villages. 4 préfectures. 300 villages. Donc, 23 districts concernés. Mais aujourd'hui, ça va au-delà de ça. Nous ne savons pas exactement le nombre de villages impactés parce que tout récemment, avec le tremblement de terre, même des personnes qui étaient en fait sur les montagnes sont touchées. Et donc, nous, au début, on ne pensait pas que ça allait jusque là-bas. Et donc, maintenant, sachant qu'il y avait les 300 villages, il y avait à peu près 230 villages anciennement impactés, qu'on appelait les villages isolés, plus maintenant les autres, les nouveaux villages que nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr, il y a à peu près 523 villages concernés. Et donc, et tout récemment, on a effectué de recensement d'abord depuis le week-end dernier. Il y a eu une équipe du terrain qui est là en train de faire des recensements, mais je n'ai pas encore reçu le rapport. Donc, nous ne pouvons pas, en fait, nous prononcer sur, en tout cas, le nombre de villages exacts aujourd'hui, ou bien le nombre de maisons, le nombre de cases, le nombre de fichiers et tout ça. On n'a pas encore toutes les données ici, parce que j'ai qu'un rapport partiel. Ok. Comment on appelle ça? Je reviens sur est-ce qu'ils ont été indemnisés. Je pense que je n'ai pas répondu ça. Voilà. Au début, c'est pour ça qu'on se battait, parce que ça n'a pas été fait dans les règles d'art. Ça n'a pas été fait comme ça se doit, selon le rapport de Tractabel qui avait fait l'étude d'impact environnemental et social. Et normalement, en fait, il y avait il y avait des façons de compensation, il y avait des montants alloués pour une case, pour une maison, pour un champ inondé, pour des catégories de plantes, des plantations ou des plantes, disons, des arbres fruitiers et non fruitiers. Mais ça n'a pas été respecté. Et on s'est battu. Jusqu'à présent, cela n'est pas... En fait, on peut dire qu'ils ne sont pas dédommagés. Mais l'autre cas qui est plus pur, parce que parmi, en fait, les gens qu'on parle, s'ils ont été dédommagés ou pas, il y a certains qui ont eu leur case ou en tout cas une maison en attendant. Mais il y a des sans-abri. Aujourd'hui encore, avec le projet, le retard que le projet a acquis, vous savez qu'on disait que c'était décembre 2020, l'inauguration. Aujourd'hui, il y a des nouveaux villages qui ont été ciblés, à qui on a dit, vous allez déménager, vous allez vous démerder, vous allez construire des cages et nous, on va vous donner 2,5 millions. Après, on vous donne 2,5 millions. Vous allez trouver les terres, vous allez trouver en fait la matière première, vous vous construisez des cases, ce n'est même pas de maison. Vous voyez? Et donc, sachant qu'une case et en fait une petite case et aux alentours de 50 millions. Mais ça que nous contestons, parce que ce n'est pas que ça. En plus de ça, maintenant, une grande case, c'était aux environs de 100 millions. Donc, aujourd'hui, on les propose à 2,5 millions. Et ensuite, maintenant, il faut savoir que les terres sont inondées. Donc, il y a 306 km² qui ont été inondés. Et donc, ces gens-là qui habitent à côté de ce lac de rétention n'ont pas de terre cultivable et n'ont même pas des forêts où ils peuvent chercher des arbres. Est-ce que vous voyez les trucs, les fourches et autres? Il n'y a même pas des endroits où ils peuvent aussi trouver les pailles ou autres pour la couverture. Et donc, ça, c'est complètement absurde et c'est inhumain, cette façon de faire. Ok. Ok, Elhadj, merci beaucoup. Je voudrais savoir, parce que j'aurais appris par certaines personnes, comme quoi il y a au fait une ségrégation, c'est-à-dire une différence créée entre les citoyens vivant du côté de Soapiti. C'est-à-dire il y a un groupe de personnes qui sont favorisées par les autorités qui les traitent bien. Par contre, il y a une autre catégorie qui sont vraiment lésées. Je ne sais pas si cette information est vérifiée. Maintenant, comme vous êtes de l'ONG et puis vous avez des informations, tenez-nous informés, est-ce que cela est vrai ou faux? Et je rappelle que c'est direct et regardez également sur la page d'Arufama officielle, sur la page Charles Joumanigui officielle, et également sur la page IFDZ Bronx, et également sur FNDC New York et New Jersey Connecticut. Allez-y.
Ok, merci beaucoup. Donc, je ne voudrais pas en fait vraiment rentrer dans ces détails-là, mais juste je vais vous donner une idée. Ce n'est pas les autorités en fait en tant que telles, les autorités administratives où il y a la ségrégation ou autre chose. C'est au niveau de l'équipe projet en fait qui est un détachement en fait du ministère de l'énergie et de l'hydraulique en Guinée. Donc, à ce niveau, vous savez, il y a des leaders d'opinion. En fait, pour tromper l'apparence du public, pour en tout cas corrompre certains, les leaders de l'opposition sont, pardon, les leaders de l'opinion sont favorisés pour Mhm. en tout cas soutenir l'argument de l'équipe projet. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, en fait, c'est vrai que tous les villages n'ont pas été indemnisés de la même façon. Il y a une discrimination. Maintenant, là, c'est très profond aussi. Peut-être il y a plus de leaders d'opinion qui se sont levés ou beaucoup de gens, depuis qu'on est rentré dans la danse, ont bénéficié quand même 10 fois plus que certains. Vous voyez? Parce que nous avons montré, voici les papiers, ce que le papier a dit, c'est ça que le projet doit faire. Donc, ça a été essayé, en fait, ils ont essayé de respecter certaines, en tout cas, lignes budgétaires. Ok. Merci, Elaz. Et on a compris vraiment ces détails-là. Nous vous remercions. Et merci aussi pour votre disponibilité parce que vous prenez votre temps pour sauver vraiment les citoyens riverains. Je sais que vous n'êtes pas le seul. C'est une grande organisation. Les fils ressortissants de ces villages. Et aussi, il faut aussi préciser qu'il y a toutes les ethnies confondues. C'est ce qui fait aussi la beauté. Parce que la Guinée, nous savons bien qu'on est bien mélangé. C'est pourquoi on doit vraiment saisir cette opportunité pour, c'est-à-dire, pour arrêter de se regarder en ethnie ou en région parce que les hommes politiques se servent de ça pour nous affaiblir et ils vont toujours continuer à faire ce qu'ils veulent faire. Et voilà, nous vous remercions. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin par rapport à cette situation de Soa Petit. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit des autorités et surtout aux populations riveraines avant que nous prenions Abdrahim tout de suite, parce qu'il y a le jeune là aussi qui doit intervenir. Son cas Ok. est très triste. Ouais, je compatis avec son cas, dans son cas. Donc, excusez-moi juste du terme, mais je voudrais juste parler aussi d'un problème interne actuellement dont l'Union des impactés de Sopiti est victime. Parce que nous sommes une organisation qui couvre 4 préfectures, 2 régions, et donc toutes les ethnies confondues. Et donc, il y a eu un groupe, un clan et qui a voulu détourner l'objectif de notre association, à savoir notre ancien porte-parole, Maître Omar Aïssata Kamara, aujourd'hui qui a créé un clan, qui a fait des communiqués, qui a essayé de défendre l'intérêt personnel au profit de l'intérêt Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? de notre ancien porte-parole, Omar Aïssata Kamara, avec son Ok. clan, donc ses frères. Donc, ils se sont constitués, ils sont financés par une personne dont je vais me taire le nom ici, pour le moment, qui le soutient, qui pousse à nous combattre afin d'éviter que ces gens-là arrivent à obtenir à bénéficier de leurs droits. Donc, il y a une guerre interne, mais demain même, on a une conférence de presse qui sera tenue à Dabompa, notre siège social. On va parler de son exclusion ainsi que de tout son clan. Donc, j'avais juste cette parenthèse à préciser. Aujourd'hui, s'ils entendent demain qu'il y a un autre groupe aussi qui parle, ce n'est pas le vrai groupe. Le groupe qui existe, que vous avez toujours connu, c'est le groupe qui a été dirigé par M. Ibrahim Bori Diallo, notre équipe. Et donc, M. Camara était bien sûr de notre équipe, mais dès lors il a trahi les objectifs, il a trahi notre équipe, donc il ne fait plus partie, il ne peut pas parler à notre nom. Donc, c'était ça que j'avais à préciser parce que certainement, il y a des gens peut-être qui vont voir d'autres aussi images, mais c'était entre parenthèses. Maintenant, le mot de la fin, tout ce que je demande, en fait, c'est tous vos auditeurs, toutes les populations guinéennes, c'est de nous soutenir, c'est de nous apporter le soutien parce que nous avons besoin. Les autorités guinéennes, c'est de tout faire pour faire une étude sérieuse avec une transparence absolue afin de protéger ces citoyens.
que le gouvernement sache, que nos autorités sachent que c'est ces citoyens guinéens qui payent les impôts, qui, à cause de eux, aujourd'hui, on a l'électricité. Ce sont ceux-là qui font que la Guinée existe. Donc, ne tardons pas, nous demandons aux autorités guinéennes de tout faire pour que cette situation soit réglée au plus vite possible. Nos partenaires, les organisations de défense des droits de l'homme, nous les demandons encore davantage de nous apporter toujours de plus leur soutien et de façon continue. Ok. Merci, Elaz. Merci vraiment. Je demande vraiment aux citoyens riverains de prendre courage et savoir que dans la vie, rien ne demeure. Qu'ils comprennent que si ces autorités-là refusent de trancher les choses, il y aura une autre autorité qui viendra pour les rétablir. Parce que c'est ça la vie. Au fait, je suis trop choqué, trop dérangé au fond de moi de savoir qu'en Guinée, on peut toujours continuer à faire du mal aux pauvres gens. On a tous vu comment ils ont détruit les biens des gens à Conakry, un peu partout, sans les dédommager, sans au moins les réconforter. Contrairement, quand vous prenez au Sénégal ici, mais je me demande, au Sénégal, on a même beaucoup de compatriotes guinéens qui ont été victimes de ça. Partout où la route passe, ou si c'est les voies ferrées, ou en tout cas si l'État a besoin des domaines, ils essayent d'abord de venir recenser tout, dédommager d'abord les gens, les remettre de l'argent ou construire. C'est la procédure normale. Voilà, la procédure normale. Ils arrangent tout ça d'abord et les gens même sont pressés de quitter. Parce que si toi, tu es dans une maison, chambre, salon, il n'y a même pas de plafond et tout ça. On t'envoie là où tu as 12 internes, alors que de l'autre côté, tu avais une 12 externe. Mais tu seras pressé de quitter. C'est ça, il faut réconforter les citoyens pour les encourager à quitter les lieux. Parce que l'argent est là. Seulement, c'est un petit clan qui en profite. Vraiment, merci Elas et j'espère que nous allons nous retrouver les jours à venir et lorsqu'il y aura de nouveaux de ce côté. Ok, merci beaucoup et merci à tous les auditeurs. Merci Elas, à bientôt. Ok, merci chers abonnés. Vous venez de suivre Elas Ba par rapport à cette situation de Kaleta et de Swapiti d'ailleurs, je vais dire le barrage Swapiti qui est en construction. Mais vraiment, les citoyens de ce côté souffrent parce que souvent il y a tremblement de terre et on dit aux gens de quitter. Vous venez de suivre son témoignage. Ils sont en train vraiment de se battre pour voir si ils peuvent vraiment rétablir ces gens-là. Bien que ce n'est pas facile, mais on doit toujours garder l'espoir dans la vie. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de revenir à notre premier cas. Ok, je pense que cette fois-ci c'est bon. Nous allons essayer de prendre maintenant Mamadou Paté, le jeune qui a été victime d'une situation triste par son patron nigérian. Et si toutefois que la connexion ou le réseau sera ok, je pense que cette fois-ci c'est bon. Voilà, Mamadou Paté. Oui. Oui, kono wa jarama. Jarama na masude. Da jam. Yettude Allah bu alhamdulillah. Ok, je vous demande, pardon, partagez au maximum possible parce que le jeune, il est là maintenant. Il va nous parler vraiment de cette situation qui s'est passée entre lui et son patron et quelle est sa situation actuelle parce que il est vraiment dans une situation critique où vous le voyez. Où vous le voyez. Pardon, partagez au maximum possible, s'il vous plaît. Ok. Mamadou Paté, haray, wawa yewde ka pular kaka français. français. Ok. Mamadou Paté, tu as été le jeune victime d'un bastonnade par ton patron nigérien. Je ne sais pas quel est son nom. Moi, pour la première fois, c'est sur Nostalgie qu'ils étaient suivis. Grâce à Tcherno Madjou, l'émission Africa 2015, c'est là où j'étais vu pour la première fois. C'était vraiment pitoyable. Ce qui s'est passé, en tout cas, selon ton histoire, mais comme beaucoup de gens ne sont pas informés, tu peux un peu nous relater ce qui s'est passé exactement entre ton patron et toi, et jusqu'à ce qu'il a pu atteindre tes parties intimes. Et aujourd'hui, ta propre femme t'a quitté parce que rien ne marche maintenant à la maison. Et actuellement, la justice aussi a refusé de trancher les choses parce que tout simplement, tu es issu d'une famille pauvre et que tu n'as pas d'argent
on te dit que ton dossier a disparu. Il n'arrive plus à retrouver ton dossier à la justice. Et c'est une affaire qui a commencé, je crois, depuis 2016. Donc, nous t'écoutons. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, depuis 2004, oh, qu'on a créé son réseau. Ok, je disais depuis 2014, je suis en train de travailler avec un Nigérien qui s'appelle Jonathan Eminike Moa Bagé. Donc, oui, tu pouvais augmenter un peu, tu pouvais élever un peu ta voix, un peu, il faut élever un peu la voix. Il y a un problème de connexion. Ok, c'est bon. Ce jour, le 22 avril 2016, il m'a donné un versement de $30,000 d'aller verser dans une banque entreprise. Donc, je suis parti verser l'argent. À mon retour, je lui remets le reçu. Maintenant, on s'est resté là-bas jusqu'à 15 heures. Mon grand frère m'a envoyé un dépôt de 600 000 pour que je lui puisse acheter un téléphone Y6 de le transporter à la maison. Maintenant, je jugeais nécessaire, comme je travaille avec un boss, je lui ai approché et lui ai expliqué en lui demandant la permission, je vais aller acheter le téléphone rapidement et revenir. Donc, je me suis approché, je dis, voilà mon patron, mon grand frère m'a commissionné, il m'a envoyé un dépôt de 600 000 qu'il voudrait que je l'achète un téléphone dans le marché. Donc, je souhaitais que vous me donniez la permission, dans 15 à 10 minutes, je vais revenir. Donc, il me dit de partir faire le retrait en même temps achetant le téléphone. Je suis parti. Maintenant, je suis revenu. On s'est resté là-bas jusqu'à 16 heures aussi. Il a appelé un deviseman. Le deviseman vient, il met 10 millions sur la terre, le billet de 10 000 bien attaché, qu'il voudrait faire la devise. Maintenant, en même temps, mon grand frère me rappelle pour savoir si j'ai eu l'occasion d'acheter le téléphone. Je prends mon téléphone, automatiquement il se lève, il dit je suis en train de lui voler. Donc, il m'a dit de me lever, parce que c'est comme ça que tu travailles. Je me suis demandé comment, que je suis en train de lui voler. Qu'il m'a dit qu'il va me fouiller. Et tant que je ne suis pas peur, j'ai pris mes deux mains, j'ai mis sur mon tête. Maintenant qu'il m'a fouillé, qu'il a retrouvé 200 000 dans mon poste, le billet de 20 000. Donc, sur le coup, il dit, voici, c'est mon argent. Automatiquement, il prend son genou, qu'il me donne sur mes organes génitaux, notamment les testicules. Donc, il y avait les testicules automatiquement présents. Il y a une partie de mes organes génitaux complètement écrasés. Il m'a violenté, tabassé, étant qu'il est plus robuste que moi. Donc, de là-bas, on m'a transporté à l'urgence de Donka jusqu'à Ignace Ding. On m'a fait échographie, j'ai fait l'échographie, j'ai trouvé que le testicule est complètement écrasé. Il fallait que je suive des opérations pour enlever les organes génitaux là. Donc, j'ai suivi des opérations, on l'a porté plainte à la 2PJ, il vient à la 2PJ, il reconnaît les effets, qu'il dit qu'il m'a tabassé, qu'il verse 9 millions pour mes premiers chiens. Maintenant, on lui laisse promener aussi. Le lendemain, il vient me voir à l'hôpital en me demandant pardon pour l'amour de Dieu de retirer la plainte à la 2PJ. Je dis, pour le moment, moi, je suis dans mon lit de maladie. On ne parle pas de retirer la plainte ou qui que ce soit. Attendons de voir jusqu'à ce que je sois guéri. Maintenant, on va parler de quelque chose. Parce qu'avant tout, d'abord, moi, c'est mon état de santé qui m'intéresse. Donc, il s'est retourné. Le lendemain aussi, le deuxième jour, il a envoyé l'un de ses ambassadeurs qu'il m'a trouvé à l'hôpital dans les bancs de 20 heures. L'ambassadeur vient avec son gros boubou. Donc, avec son gros boubou. Vous parlez de l'ambassadeur du Nigeria en Guinée? Oui, avec son gros boubou, lui aussi me demande de retirer la plainte en me promettant beaucoup de choses, des vases, une somme de 70 millions, etc. Je dis pour le moment, moi je n'en ai pas besoin d'avoir de l'argent ni de vases. Attendez de voir jusqu'à je sors à l'hôpital, on va voir qu'est-ce qu'il va passer maintenant. Donc, je reste à l'hôpital un mois, on me dit de quitter à l'hôpital, de venir faire le pansement. Je viens faire le pansement maintenant. On me dit de reposer à la maison 9 mois.
Dans les 9 mois, si les 9 mois arrivent, je viens faire l'externe, voir si l'externe qui trouve avec moi peut me fournir des enfants. Je viens maintenant à l'hôpital, on m'envoie là où on doit faire l'externe. Je vois là-bas, difficilement je gagne ça. On a fait les externes, voir vraiment, c'est pas possible. L'externe est tellement faible, il n'y a pas de force. Donc, maintenant, je suis Ça veut revenu dire que en tu peux pas, disant, ça veut dire que tu peux plus faire d'enfants, c'est ça, hein? Je pense que je dois te laisser parler parce qu'avec la connexion de Guinée là. Mot de passe, tu es là? Oui, continue, continue. La connexion se dégrade là, mais on va s'efforcer. Il y a quelqu'un qui dit que c'est un maintenant, Nigérian de l'ethnie Igbo. ok, merci. Donc, maintenant, on a demandé la DPJ de déférer le dossier, soit d'exiger le Nigérien de m'évacuer. Difficilement, eux aussi, ils ont accepté de déférer le dossier à la première instance de dicting. Maintenant, une fois on a discuté là-bas jusqu'à le dossier vient à dicting, maintenant le juge d'instruction m'appelle qu'il veut me recevoir. Je viens avec mon avocat, qu'il me demande qu'est-ce qu'il s'est passé, je l'explique, qu'il me demande maintenant, j'ai besoin de combien de millions pour que je vais me soigner. Je dis, pour le moment, je ne sais pas. C'est vous, les juges, y compris mon avocat, c'est vous qui va parler, c'est combien qui va me soigner dans les différents Occidents. Donc, l'avocat prend la parole, il dit peut-être 5 milliards pour me soigner. Donc, le juge d'instruction me dit, maintenant de retourner à la maison. Il a bloqué tous les papiers de ce Nigérien. Il est sous contrôle judiciaire. Il ne peut pas se voyager. Une fois que je rentre à la maison, après 2 semaines, on m'appelle pour me faire savoir le Nigérien, il est à Dubaï. Donc, on m'envoie la photo là où il se trouve dans l'avion avec son numéro de téléphone à Dubaï. Donc, je viens voir le juge d'instruction, Diawara, Mamadi Diawara, à Dixing. Il me dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je lui dis, je suis venu vous voir. Parce que vous m'avez dit, le Nigérien, il est sous contrôle judiciaire. Maintenant, il est voyagé. Donc, il me demande si je voulais lui envoyer dans les différentes marabouts. Je dis non. Il me demande si je vais parler son nom dans les différentes médias. Je dis non. Il me dit alors, le jour que tu vas parler mon nom dans les différentes médias, je vais t'emprisonner. Qui a dit Donc, ça? Qui a maintenant, dit ça? Qui a dit ça? le juge d'instruction de Dixon, il s'appelle Mamadi Seulement Diawara. c'est Ok. Mamadi Diawara. Maintenant, j'ai décidé d'aller voir le procureur de la République à la cour d'appel à l'époque. Maintenant, je suis venu avec une écriture, je l'ai fait savoir, le chose là m'a arrivé. Maintenant, sur le coup, automatiquement, le procureur de la République appelle à Dixon pour que l'audience puisse démarrer, parce que je suis malade. Donc, une fois l'audience commence, on appelle le Nigérien, il vient, il reconnaît tout à la barre, et on appelle le cambisman qui était entre nous, lui aussi vient, il reconnaît, il dit, Monsieur le Président, lorsque le Nigérien en train de tabasser Mamadou Paté, tellement que les coups sont énormes, je ne sais pas quelle partie il est en train de taper Mamadou Paté. Donc, le juge demande, deuxième question, est-ce que vous avez vu Mamadou Paté prendre l'argent qui se trouve entre vous? Il dit non. Est-ce que l'argent qu'il trouvait dans le poste de Mamadou Paté, ça appartenait à ce Nigérien? Il dit il ne sait pas. Donc, des longs débats, surprisement, on m'appelle, on dit la verdict va tomber, je viens, on me dit, ils sont convaincus, le Nigérien m'a tabassé, mais malheureusement, je me suis opéré par une mère. Donc, automatiquement, je me suis commencé à pleurer. On n'a pas compris. Il y a quelque chose qui classe. Il y a quelque chose qui classe. On n'a pas bien compris la partie là. Donc, on me dit la décision finale va tomber. Attends, il y a un bruit autour.
C'est-à-dire, maintenant, la verdict tombe, on me dit qu'ils sont convaincus et rassurés. Le Nigérien m'a tabassé, mais malheureusement pour eux, je me suis opéré par une hernie. Maintenant, je me suis commencé à pleurer. Je demandais à monsieur le juge, je dis, monsieur le président, comment quelqu'un qui est opéré par une hernie, comment son organe génital peut partir? Il me dit, ah, Oh, connexion. La connexion, ça clash là. Ça clash. maintenant, une fois je conteste. Maman Pate. Oui, Allô? oui, Voilà, oui. voilà. Reste tranquille parce que quand tu fais du mouvement avec les écouteurs, ça fait du bruit. Voilà, quoi. On ne peut pas noir de clash, quoi. Ok, vas-y. Une fois de contester la décision finale de la justice de Dixon, on me fait marcher à Dixon, fatigué. Maintenant, j'ai décidé de m'approcher le député uninominal de Ratoma. À l'époque, lui, il a décidé de m'accompagner. Attends, tu peux avoir écouté écouteurs, enlève les écouteurs. Et tu écouteurs, Nare. Allô? Oui. Voilà, là c'est bon. Merci Tierno Bantako, parce que c'est toi qui as signalé ça. Allons-y, ça c'est bon maintenant. Maintenant, lorsqu'on a contesté la décision finale de la première instance de Dixon, on m'a fait marcher pendant 2 mois. Difficilement aussi, je me suis approché le député uninominal de Ratoma. Je lui ai expliqué ce qu'il s'est passé. Un beau matin, le ministre de la Justice, Maître Sek Sako, doit passer à l'Assemblée, à l'hémicycle. Le député uninominal de Ratoma prend la parole de Guinée. Le ministre de la Justice prend la parole. Il dit qu'il est étonné d'avoir même surpris de voir un Guinéen tabassé avec un jeune Nigérien. Donc, qu'il a demandé le député de me faire savoir de lui faire une écriture d'envoyer dans son cabinet, dans le ministère de la Justice. Maintenant, on a fait tout ça là. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Le ministre? Le ministre de la Justice, Maître Sek Sako, qui a démissionné là. Ok. Ok, voilà, il faut préciser. Ouais. Oh, la connexion. Le procureur m'appelle de venir le voir. Maintenant, je vais vous expliquer. Le juge d'instruction qui était à La connexion, ça gratte. Oh là là. Non, ça ne le fait pas. Non, la connexion. Eh, Maman Pate, on ne te reçoit pas. On te reçoit pas bien. On te reçoit pas bien. Je pense que il faut essayer de couper et réessayer. Ok, vas-y. Oh là là. Allô? Allô? Oh my goodness. Allô? Non, le réseau. Ouais, Maudit Djoula Job, c'est vraiment jeune. Hein. C'est vraiment triste d'ailleurs, je vais dire. Vraiment triste pour le jeune. Oui, Mamadou Pate, je pense qu'il faut couper et revenir. Attends. Je sais pas, c'est déjà coupé. Et retente. Parce que là,
voilà, vous venez de suivre un peu pour le témoignage de ce jeune, ce qu'il arrive. Et voilà, si tu es là, Brahim, il faut essayer de retenter. On va clôturer avec lui, on va essayer de clôturer. Et il est vraiment dans une situation critique. Parce que, comme je vous le disais, ce jeune, son cas est vraiment triste. Et voici l'irresponsabilité des magistrats guinéens, des gens qui sont censés trancher sur la voie de la vérité. Comment est-ce qu'un Nigérian peut avoir le courage sur le territoire guinéen, parce qu'il a de l'argent, d'abord il emploie un Guinéen, il le prend et le bastonne sous prétexte que ce dernier a pris son argent, que 200 000. Parce que lui, il avait 200 000 dans sa poche, et vous avez bien suivi son commentaire ici. Il n'y a pas de volume. On me dit son. Là, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Il n'y a pas de volume, vous ne m'entendez pas? Alors là. Oui, vous m'entendez ou pas? Jusqu'à présent, il n'y a pas de volume. Je vois des gens dire qu'il n'y a pas de volume. Et s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de volume, je dois arrêter la vidéo et essayer de clôturer. Faire une courte vidéo pour clôturer. Vous dites le volume est petit ou il n'y a pas de volume? Je réanime pour voir. Volume. Oh là c'est sérieux. S'il y a un problème de volume... Attends. Les gens me disent que le volume n'est pas bon. Jusque-là, c'est pas bon. Si c'est pas bon, je dois couper et revenir. Pas de volume. Pas de volume. Ok, il y a Madiou Boulé qui dit que c'est bon. Le volume est bon, on te reçoit. Mais je ne comprends pas. Les uns disent qu'il y a volume, il y a d'autres qui disent qu'il n'y a pas de volume. Pardon, situez-moi. Le volume, on dit que le volume est bas. Alors là, je ne comprends pas. Il faudrait que alors j'arrête là. Parce qu'on me dit que le volume est petit. C'est pas... Il y a Telazaï Baldé qui me dit que le volume est bon. Le son est bas. Je ne comprends pas. Ok. Je ne comprends pas. Hein. C'est petit. Je ne comprends pas. Le son est bas. Alors là, je suis vraiment désolé. Si vous ne m'entendez pas, là, je vais essayer d'arrêter là la vidéo. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Voilà, volume. Alors là, c'est pas ce qui est arrivé. Ok, il y a Safiatou qui dit que le volume est normal. Il y a des volumes. MB dit que c'est bon, continue. Bon, là, moi, je vais continuer à arrêter parce que l'autre là n'est pas là. Mais je vais vous prier, chers compatriotes. Pardon. Essayons d'aider ce jeune-là. Essayons de l'aider, s'il vous plaît. Essayons de l'aider en contribuant quelque chose pour lui, pour pouvoir vraiment faire quelque chose. Mais vu que les gens disent que le volume n'est pas bon, et pourtant qu'il y a d'autres qui disent que c'est bon, maintenant, comme il y a des gens qui nous écoutent, qui nous entendent, et
là, je voudrais, s'il vous plaît, on va essayer d'aider ce jeune pour qu'il puisse traverser cette période, s'il vous plaît. Toute personne qui souhaiterait l'aider, son numéro est là, c'est le 623 15 10 26. 623 15 10 26. Mamadou Paté, le jeune qui a été victime de cette situation-là. On me dit que le volume n'est pas normal. Là, je suis vraiment désolé, je dois arrêter là. Je vais mettre le numéro à partir, au niveau du titre pour ceux qui veulent vraiment l'aider. Parce qu'on me dit que le volume est très bas. Et comme ça, je vous laisse. Merci.